Et notre invité ce soir est Armin Arefi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter pour l'hebdomadaire Le Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Vous co-signez également un documentaire intitulé Les gardiens de la Révolution, maîtres de l'Iran, qui sera diffusé ce mardi sur Arte TV. On imagine que l'actualité récente a quelque peu bouleversé l'écriture de ce documentaire. Oui, effectivement, on connaît assez peu de choses sur les gardiens de la Révolution. On a vu le visage du général Bareri, qui était lui-même un ancien gardien de la Révolution. Sauf que cette armée, qui fait partie des forces régulières iraniennes, est un maillon essentiel du pouvoir iranien. On appelle les gardiens l'État dans l'État, qui contrôle pas moins du tiers de l'économie iranienne, qui sont impliqués dans la répression, qui sont tout autour du guide suprême sur une ligne extrêmement conservatrices et qui, dans le reste du Moyen-Orient, ont participé pendant 40 ans au développement de l'influence iranienne à travers son arc chiite. Un arc chiite qui s'est développé de Téhéran à Bagdad en passant par Damas jusqu'à Beyrouth, jusqu'au 7 octobre, jusqu'au jour où ses proxys, ses alliés, groupes paramilitaires leur ont échappé et que, visiblement, le Hamas a décidé de son propre chef de lancer l'attaque et les massacres du 7 octobre. Et à partir de ce jour-là, Israël est entré en guerre et peu à peu, on a vu le reflux de cet axe qui est donc revenu avec l'affaiblissement du Hamas à Gaza, l'affaiblissement, la déroute militaire du Hezbollah au Liban, la chute de Bachar el-Assad, l'affaiblissement des Houthis au Yémen et jusqu'à Téhéran où la guerre a atteint Téhéran le 13 juin dernier. Et on voit bien que ce sont ces gardiens de la Révolution dont le commandement a été décapité par Israël. C'est pas un hasard. Ce qu'on se propose de faire avec Julie Lerat, c'est de revenir sur cette organisation, non pas comme un documentaire historique, bien sûr on parle d'histoire, mais à travers les gens qui ont eu affaire un jour aux gardiens de la Révolution, que ce soit en Iran ou à l'étranger, qui ont vu leur destin basculer face à une organisation dont ils n'imaginaient pas la puissance en Iran. Vous dites que le commandement de ces gardiens de la Révolution a été décapité. Est-ce qu'il a été depuis remplacé ou pas? Est-ce qu'ils ont une capacité à se réorganiser rapidement? Oui, ils ont été tous remplacés au pied levé. Le corps des gardiens de la Révolution, c'est quand même 180 000 personnes. C'est une véritable force armée. Elle fait partie de l'armée régulière de la République islamique. Donc le symbole de la déroute militaire est forte, étant donné que la majorité des 550 missiles iraniens développés par les gardiens de la Révolution qui ont été envoyés sur Israël ont été, on va dire, appréhendés et éliminés avant de toucher le sol israélien par le dôme de fer et les autres systèmes anti-aériens israéliens. Si bien que c'est quand même une déroute militaire à laquelle fait face l'Iran. Alors je vois cette manifestation qui est une manifestation savamment organisée par le régime. On a l'habitude, les gens sont encouragés à y aller, certains sont partisans du régime. Vous parlez des funérailles de la Je cérémonie. parle exactement, oui, des funérailles. D'autres y vont, c'est à peu près 20% de la population iranienne. Mais aujourd'hui, quand même, le sentiment en Iran, c'est la peur qui a gagné la population, la peur en raison des bombardements, car au contraire des Israéliens n'avaient pas d'abri. Le gouvernement n'a pas prévu, le régime n'a pas prévu d'abri pour elles. Donc on a aujourd'hui de 610 morts à 1 millier d'après les organisations de défense des droits de l'homme, dont une majorité de civils, il ne faut pas l'oublier. Et puis aujourd'hui, on a surtout la répression qui s'abat, et d'ailleurs orchestrée par les gardiens de la Révolution, qui s'abat sur la population. C'était malheureusement à craindre. À chaque fois que l'Iran a été envahi dans l'histoire récente du pays, par exemple l'Irak, il y a eu derrière une répression accrue. Donc c'est un signe de faiblesse de la part du régime finalement, cette répression. Affaibli à l'extérieur, affaibli dans ses symboles, c'est quand même 45 ans de lutte contre Israël qui a fait pchit d'une certaine manière, même si le régime est toujours en place et que le programme nucléaire n'est pas totalement annihilé, à la différence de ce que dit Donald Trump. Mais clairement, on voit aujourd'hui une vengeance des autorités iraniennes sur la moindre dissidence, avec au moins 700 arrestations, 6 exécutions déjà de prisonniers politiques sous accusation de collaboration avec le Mossad, même s'il faut dire de l'autre côté que c'est aussi l'enseignement de cette guerre de 12 jours, qu'on appelle guerre de 12 jours, c'est que le Mossad est extrêmement infiltré en Iran et qu'il a bénéficié de complicité, y compris au sein du corps des gardiens de la Révolution. Il ne faut pas oublier que c'est dans un immeuble contrôlé par les gardiens de la Révolution qu'a été éliminé Ismail Haniyeh, l'ancien chef du bureau politique du Hamas, l'an dernier en plein Téhéran. Donc on a vraiment un régime qui est affaibli à l'extérieur, qui se venge à l'intérieur, mais clairement 45 ans de lutte effrénée contre le grand ennemi israélien, qui était surnommé le Petit Satan, en référence au grand Satan que sont les États-Unis, s'est achevé quand même par une déroute militaire et une reddition qui ne dit pas son nom de la part de l'Iran, qui ne voyait très bien que sur le moyen terme, le régime était menacé. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la prison d'Evin, le QG des gardiens de la Révolution, le QG des miliciens Bassidji a été visé lundi, veille
de l'acceptation par l'Iran du cessez-le-feu. À propos de l'ayatollah Khamenei, Donald Trump a déclaré cette semaine « Je savais exactement où il s'abritait. Je n'ai pas voulu laisser Israël ni les forces américaines, de loin les plus puissantes du monde, mettre fin à sa vie ». Pour quelle raison, selon vous ? Je pense que, alors déjà, Trump, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit tout haut ce qu'il pense tout bas. Donc c'est quand même une nouveauté par rapport à d'anciens présidents américains. Je pense qu'effectivement, oui, il savait exactement où il se trouvait, c'est-à-dire la CIA le savait, de même que le Mossad, et que Donald Trump a empêché Israël de le faire. En tout cas, on a eu des déclarations en ce sens du ministre de la Défense Israël Katz. La raison, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de volonté aux États-Unis de changement de régime en Iran, pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent pas ce qui se passerait derrière. Ils ne savent pas quelle serait foncièrement l'alternative. Et quand aujourd'hui on regarde l'échiquier politique iranien, on a bien sûr une contestation interne, une société civile très vibrante, mais on n'a pas de mouvement d'organisation d'opposition extrêmement constitué, et surtout on n'a pas de mouvement armée qui pourrait renverser le régime, si ce n'est peut-être certains groupes kurdes avec certaines velléités séparatistes ou les Baloutches au sud-est du pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un changement pourrait intervenir justement au sein même de ce corps des gardiens de la Révolution qui, au cours des dernières années, était extrêmement proche de Guy. D'ailleurs, le Guy qui avait épuré tout l'état-major des gardiens de la Révolution pour s'entourer de fidèles, de gens extrêmement loyaux. Une précédente génération avait été écartée du pouvoir. Aujourd'hui, quand même, on a un fiasco, tout du moins militaire, de la part de la République islamique, qui montre que 45 ans de lutte effrénée contre Israël avec des diatribes extrêmement fermes et un investissement sur la politique étrangère de l'Iran en direction du Levant et de la Méditerranée s'est soldé par un échec. Et cela pourrait donner des changements à l'intérieur du système, avec peut-être des voix un peu plus modérées qui pourraient prendre le dessus. On sait que le corps des gardiens de la Révolution est traversé par de nombreuses opinions diverses, mais que ces dernières années, c'était vraiment la voie la plus ultra-conservatrice qui avait le champ libre. Sur le nucléaire, plusieurs responsables américains estiment que les frappes ont retardé le programme de quelques mois seulement. Israël dit au contraire avoir porté un coup décisif. Quelle est la réalité selon vous ? Écoutez, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les deux centrales d'enrichissement de Natanz et de Fordo sont hors service. C'est elle qui permet justement d'enrichir l'uranium à un degré élevé, pouvant amener à la bombe atomique, ce que l'Iran, d'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'avait pas. Y compris d'ailleurs, c'est le cas, c'est l'avis du renseignement américain. Maintenant, il y a un autre problème. Un problème qui est lié à un stock d'uranium hautement enrichi à 60% que l'Iran avait développé au cours des dernières années et qui ne se trouvait pas dans l'usine de Fordo lorsqu'elle a été bombardée par les Américains. D'après le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce stock a été déplacé juste avant les frappes par les Iraniens. Où se trouve-t-il aujourd'hui ? C'est la grande question, la question peut-être à $1 milliard. Il est fort à parier que les services du Mossad et des États-Unis savent précisément où il se trouve. On parle notamment d'un souterrain sous la centrale d'Ispahan. On parle aussi d'un autre site nouveau qui a été construit au cours des dernières années et que l'Iran vient d'inaugurer, qui se trouve sous une montagne pareille, non loin d'Ispahan, qui s'appelle Kouhe-Kolange Gazla. Qui est un site qui n'a pas encore été inauguré, mais qui est beaucoup plus profond que Fordo. Donc le programme nucléaire, ce stock d'enrichissement d'uranium à 60%, qui pourrait, d'après l'AIEA, permettre la construction, si l'Iran le décidait, ce qui n'a pas encore été le cas, de 9 bombes. Pour l'instant, aujourd'hui, il est en liberté, il est caché, et surtout, il n'est pas, c'est la grande différence avec l'avant-guerre des 12 jours, il n'est pas sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est ça qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. L'Iran choisisse de continuer à enrichir son uranium après ce qui s'est passé ? Alors aujourd'hui, il y a un dilemme cornélien. L'Iran officiellement se dit ouvert à la négociation avec les Américains. L'Iran n'a d'ailleurs jamais fermé la porte et c'est durant ces négociations que les Israéliens puis les Américains ont frappé, il ne faut pas l'oublier. Donc l'Iran n'aurait aucun intérêt à clore la porte des négociations et à officiellement en tout cas se lancer dans la course à la bombe atomique. Mais de l'autre, on a quand même aujourd'hui des responsables iraniens qui ouvertement appellent le guide suprême à changer de doctrine concernant le nucléaire et de franchir le pas, franchir le Rubicon et aller vers la construction de la bombe atomique, non pas pour donner un argument aux Occidentaux pour frapper l'Iran, c'est déjà arrivé, mais pour assurer la survie du régime, pour avoir l'arme ultime qui viserait à dissuader tout pays d'attaquer à nouveau l'Iran. Donc c'est le dilemme auquel fait face la République islamique aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours. Pour l'instant, on n'a pas d'informations crédibles permettant de dire que la République islamique a choisi une ou l'autre solution.
La seule chose qu'on sait, c'est que le Parlement iranien a voté une suspension des relations entre la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça pourrait être le premier pas vers une sortie de l'Iran du traité de non-prolifération nucléaire, mais ça vise surtout à faire pression aujourd'hui sur le reste de la communauté internationale pour trouver une issue, on va dire, pacifique à un dossier qui a déjà provoqué une guerre ô combien sanglante. Merci beaucoup Armin Arifi d'être venu sur le plateau de France 24. Je rappelle donc le documentaire que vous co-signez qui sera diffusé ce mardi sur Arte, Les gardiens de la révolution, maître de l'Iran, avec Julie Laura. Merci à vous.